tous, bienvenue sur Incrocio, mon canal YouTube. Aujourd'hui, l'invité de This Is Me, mon show. Ce mois, c'est Jackie Moifo, journaliste, documentariste et réalisateur de documentaires. Vous avez eu l'occasion de le voir aussi sur France 24 pour la présentation de son livre Ils ont vendu mon frère. Merci beaucoup Jackie d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, Bélise. C'est un plaisir. Merci surtout parce que Jackie, on se connaît depuis plus de, je crois, 25 ans. Non, un peu plus. Un peu plus. Là, vous avez deviné mon âge déjà. Bon, je connaissais la famille avant sa naissance, on va dire ça comme ça. Hey, bonjour Alice. Hein? Bonjour Alice. Ok. Voilà. J'ai essayé. Hein? Ok. Donc, Jackie, c'est un ami de la famille qui a bien voulu venir me supporter dans ce projet que je viens de lancer il y a quelques mois. C'est pas évident d'avoir des invités de la renommée de Jackie dans mon émission et je lui en suis vraiment gré et merci d'avoir fait ce déplacement pour ta petite soeur, pour ta fille aussi. Merci comme on beaucoup, dit, parce que Jackie porte le nom de mon père, il s'appelle Moifo. Peut-être c'est aussi ça qui l'a poussé à venir me supporter en Italie, à faire tout ce chemin pour moi et merci. Il fallait bien, je vais dédier cette émission à ton papa qui est parti il y a exactement 30 ans maintenant. Hein? Ça, c'est vrai. 1989. 2019, donc c'était en septembre, je crois, 89, en pleine rentrée scolaire, il était directeur d'école. Hein, et en pleine rentrée scolaire, papa, le Moifo est parti, c'est pas possible ça, donc c'est quelque chose qui reste dans ma tête. Voilà, on porte le même nom, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché à cette époque-là, j'étais encore gamin. Voilà, on lui dédie cette émission. On salue maman Sarah, on salue Alice. On salue tout le monde, toute la famille au Cameroun. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier aussi. Et merci aussi à tous les vieux, aux spectateurs de Jackie qui vont nous connaître grâce à cette émission. Ok. Pourquoi il était si important pour moi d'avoir Jackie comme l'un de mes invités phares, non seulement parce que c'est un ami de la famille, mais aussi parce que son livre Ils ont vendu mon frère me parle. Il me parle en première personne parce que Jackie dans ce livre parle de son frère. Et Félix, ça pouvait être vous, mais ça pouvait aussi être moi. Parce qu'en fait, je pense que je suis un Félix. Je pouvais être Félix si ma mère ne m'avait pas donné l'opportunité de venir en Europe, si ma mère n'avait pas écouté mon cri d'alarme, j'ai l'occasion de le dire aujourd'hui. Moi, j'ai fait un peu le chantage à ma mère afin de venir en Europe. Donc je lui avais dit, je me rappelle encore, et maman, je m'en excuse d'avoir fait ce chantage. Je me rappelle, j'ai dit à ma mère, si tu ne mets pas les moyens financiers pour que je vienne en Europe pour suivre mes études de façon légale, je vais prendre la route. Donc aujourd'hui, je me rends compte de ce que j'ai pu faire vivre à ma mère. C'est pour ça que je demande à ce que Jackie vienne et qu'il nous parle de l'immigration. Les gens vont me dire pourquoi tu en parles tellement, parce que je crois que l'immigration c'est un fléau, donc il faut en parler. Il y a l'immigration légale, mais aussi il y a aussi l'immigration illégale. Qu'est-ce qui nous pousse à partir de chez nous? Qu'est-ce qui nous pousse à partir de loin de nos chers? Donc je suis un peu un Félix, comme je le dis, et Jackie aujourd'hui va nous parler de Félix, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de Félix aussi. Pas seulement dans ma famille, dans les familles africaines, il y a beaucoup de Félix et il y a beaucoup d'amertume, on en parle par-ci. Donc, je vous ai dit dès le départ, mon émission, c'est aussi pour casser les tabous. Un des tabous que nous avons en Afrique, c'est qu'on ne parle pas de nos Félix. Donc, moi, j'ai cette occasion-là que Jackie me donne de parler de tous les Félix qu'il y a dans les familles africaines, afin d'éveiller les consciences, afin qu'il y ait aussi beaucoup plus de communication dans les familles. Parce que comme dit Jackie dans son livre, est-ce qu'il a écouté son petit frère? Est-ce qu'ils ne se sont parlé? Peut-être si ma mère ne m'avait pas écouté, j'aurais pris la route. Parce que chacun se lève et dit j'ai trouvé un tuyau. Il y a un de mes cousins qui a disparu il y a plus de 25 ans. C'était comme Félix. Il est venu nous a dit j'ai trouvé le tuyau, je m'en vais. Il s'en est allé. Ça fait 25 ans, on n'a pas de nouvelles. Donc
éveillons les consciences. Merci encore beaucoup, Jackie. Je suis venue parler de l'histoire de ton frère Félix. Et un peu aussi de mon histoire. Et à travers son livre, c'est non seulement l'histoire de Félix, mais aussi l'histoire de Jackie, qui est l'histoire de plein de personnes qui vont se reconnaître en Jackie. Tout à fait. Merci. Merci. Je ne sais pas te dire merci. Tu vas tellement dire merci qu'il y en aura pour d'autres personnes. Hein. Ça, c'est vrai. Nous allons décortiquer tous ensemble le livre de Jackie. Ils ont vendu mon frère. Qui sont ils? Et qui est son frère Félix, pour venir en bain. Donc, comme nous, on le sait tous, on a tous rêvé de bain. Qu'est-ce que c'est bain et pourquoi ils vont tous sortir de l'Afrique et pour venir et on se rencontre le paradis dont on rêvait. Vous avez quitté le Cameroun? J'ai quitté le Cameroun dimanche 16 août 1998. Ça fait donc 21 ans et 3 mois que j'ai quitté le Cameroun. Et pourquoi avez-vous quitté le Cameroun? Pourquoi avoir décidé de laisser derrière toute son enfance, toute ma vie, et une fiancée à l'époque que j'adorais. Bref, j'ai tout plaqué pour partir du Cameroun. Il fallait partir de pays parce qu'il ne m'offrait rien comme perspective d'avenir. Il n'y avait rien pour les jeunes. Il fallait un nom à consonance centre et sud du Cameroun pour espérer, et bien encore. Même certains de mes amis qui avaient ce nom à consonance sud du Cameroun, n'ayant pas un tuyau quelque part placé, n'y arrivaient pas. Alors moi, enfant bamileke, natif de Mvoka Dailobi, j'avais encore beaucoup moins de chance. D'ailleurs, ma décision de partir vraiment du Cameroun intervient en 1995, lorsque un oncle de la famille, le journaliste Paul Delon-Moutou, j'espère qu'il est encore vie, je n'ai plus de nouvelles depuis, constatant que j'animais les cabarets et que j'avais un certain talent, décide de m'amener à la FM 94, la radio de Yaoundé, la capitale, et essaye de persuader Agnès Ndombé, à l'époque directrice, de me garder comme chroniqueur ou quelque chose de la maison. Et elle lui répond textuellement ceci: l'ordre est venu d'en haut qu'on ne prenne plus aucun bamileke ici. Donc, du fait que j'étais bamileke, j'étais condamné à ne pas briller. Ça m'avait vraiment choqué. Ça, c'était en 1995. Et ce jour-là, je m'étais dit, je partirai de ce pays. Et donc, ça, c'est un peu le récit d'un autre fléau qu'on a au Cameroun et dont on a été plus ou moins victime. Le fait d'être bamileke, on ne se rendait pas compte parce que moi-même, je suis d'origine bamileke et je me rappelle, dans mon enfance, on avait honte de dire qu'on est bamileke. Donc, je me rappelle, on disait, regarde-moi la bams là. En fait, c'était un peu une insulte. Pour la bamileke. Le bamileke. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est en Europe, on dénonce toutes les discriminations. On a grandi avec beaucoup de discrimination dans nos propres pays. Voilà. Donc il est bien qu'on commence à en parler aujourd'hui et qu'on en parle ouvertement parce que... Moi j'en parle plus. Hein. Ah, c'est très bien. J'en parle sur tous les médias. On m'a beaucoup tiré dessus en mai 2018 lorsque je l'ai évoqué sur le plateau de France 24 et d'autres chaînes en France. Mais regardez la suite avec les élections présidentielles au Cameroun. On a cessé de parler du programme d'un candidat pour parler de ses origines bamileke. Donc le fléau est là. Et ceux qui veulent nier cela se voient là face. Le fléau est là. Le phénomène anti-bamileke existe au Cameroun. D'ailleurs, une de mes interviews il y a 4 ans en Kolongo, à côté du cinéma Lofundi, concernait cette histoire. Je passais comme ça par hasard et il y avait M. Mani et Ondo qui disaient que les bamileke doivent rentrer chez eux. Donc, tout était parti comme ça. Donc, le phénomène existe et il faut en parler car on ne traite pas un problème qui n'est pas posé. Voilà. Ok. Alors, on va revenir au livre de Jackie, Ils ont vendu mon frère. Alors, c'est qui ils? Ils ont vendu mon frère, c'est qui? C'est le système. C'est la France-Afrique qui a vendu mon frère. Et mon frère, c'est pas que Félix. Tous ces Noirs qui souffrent en Libye, qui sont esclavagisés en Algérie, en Tunisie, au Maroc et un peu partout dans certains pays arabes, pour moi, représentent Félix. Et il, c'est qui? Il, c'est le système France-Afrique construit par De Gaulle-Focard. Il, ce sont ces dictatures installées et entretenues par la France,
mon désormais pays. Ce sont ces personnes arabes qui commercialisent l'homme noir aujourd'hui, mais ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Il faut bien comprendre que la traite de guerre extracontinentale commença au 7e siècle par les mêmes Arabes qui envahirent le nord de l'Afrique sous prétexte qu'ils venaient évangéliser leurs bonnes nouvelles. Bon, des bonnes nouvelles pour Allah, mais qui commercialisent l'homme noir, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc ce sont ces personnes-là qui sont venues à leur religion imposée aux noirs, les esclavagiser déjà. C'est Nicolas Sarkozy qui, sous prétexte que M. Kadhafi était une menace, a trompé tout le monde pour aller bombarder et faire éliminer Muammar Kadhafi. Donc, ce sont beaucoup de personnes en fait. C'est surtout le dirigeant camerounais qui depuis 37 ans n'a rien proposé à la jeunesse. Donc, tout le monde qui participe au système France-Afrique, qui refuse à ces jeunes Africains le droit de rêver, est un vendeur potentiel. Ok. Ok. Et vous le dites aussi dans votre livre, vous dénoncez ce système que vous appelez très bien le système France-Afrique, mais il y a autre chose aussi. On sent, quand on vous lit, on sent un sentiment de culpabilité. Dans toutes les lignes, c'est comme si vous reprochiez quelque chose. Pourquoi ce sentiment? Je me dis que j'avais un jour décidé de partir du Cameroun en 1995. Félix avait à cette époque-là 11 ans. J'avais pris cette décision sans savoir que cela pourrait l'impacter. 3 ans après, je partais effectivement du Cameroun, d'abord pour le Gabon, pays voisin. On va retracer un peu votre parcours, que vous retracez très bien. Vous êtes parti du Cameroun, vous êtes passé par le Gabon. Oui. Et c'est là où vous avez, pour la première fois, vous avez été en face de... Vous l'expliquez bien dans votre livre. En effet, dans le livre, je le dis, j'arrive au Gabon. Et quelques jours seulement après, je suis amené à passer par le carrefour dit Rio, c'était une grande place où tout le monde se rencontre, les voitures, les commerçants et tout. Et je vois des personnes assises à même le sol, des femmes qui sont en soutien-gorge, un t-shirt à voler, des hommes qui sont torse nu assis à travers la boue. Qu'est-ce qu'ils font là? On me dit qu'on les a arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de carte de séjour. J'ai dit, mais c'est quoi la carte de séjour? Vous n'aviez pas la notion de carte séjour. Au Cameroun, le Congolais était le meilleur copain. La carte séjour, on ne sait même pas ce que cela signifie. Mais peut-être on reviendra aussi dessus. Est-ce que ça ne dénote pas du fait que quand on part justement, quand on a ces tuyaux, on ne cherche justement pas à s'informer, on n'a pas de débriefing. Donc on va à l'aventure. S'informer aujourd'hui c'est facile. Mais il y a 21 ans, le téléphone portable n'existait pas. Et même Internet. Internet n'existait pas. Vous voulez vous informer avec quoi? C'est vrai. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est possible. À l'époque, on allait vraiment dans l'inconnu. Lorsque je prends la route pour le Gabon, d'ailleurs, je vais vers l'inconnu. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile de dire ah, mais tu pouvais t'informer, mais tu pouvais avoir des débriefings, tu pouvais taper sur Internet. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien, absolument rien. Et puis, l'image qu'on avait du Gabon, c'est que c'était l'Eldorado. Le petit Eldorado africain. Le petit Eldorado de l'Afrique centrale. Et en plus, ceux qui en revenaient ne disaient jamais la vérité. Comme ce qu'on nous reproche, nous, la diaspora. Lorsque je demandais à un de mes copains plus grand d'âge que moi, Brice, je lui demandais où est-ce que tu vis là-bas? Il me dit Petit Paris. Alors vous imaginez, Paris c'est l'Eldorado pour tout Africain. On nous vend la Tour Eiffel et qu'on sort. Et lorsque quelqu'un sort du Gabon et vous dit je vis à Petit Paris, et le Gabon qui a la réputation d'être riche, vous dites forcément que il vit bien dans un quartier chic. C'est du luxe là-bas et tout. Mais n'allez pas à Petit Paris, car ça n'a de Petit Paris que le nom. Lorsque une goutte d'eau tombe au sol là-bas, il faut porter son lit sur la tête. Des inondations partout. Donc c'est comme ça que vous arrivez au Gabon? Au Gabon, en effet. Exact. Et après le Gabon, comment vous avez fait pour vous retrouver en France aujourd'hui? J'ai vécu au Gabon 2 ans, 9 mois. J'ai animé des radios, Radio Génération Nouvelle. J'ai
coiffé. Oui, j'avais un salon de coiffure au Gabon. Et j'ai réussi mon argent pour partir, car mon but était de poursuivre mon voyage et d'arriver dans un pays qui permet encore à la jeunesse de rêver. Alors, pour finir, je me fais trouver un visa pour la Suisse et je pars du Gabon le dimanche 18 mars 2001. Vous vous rappelez bien? Oui, parce que j'ai les dates dans la tête, autour de 22h. Je salue d'ailleurs Michel qui me déposa à l'aéroport Léon ce soir-là, si tu es toujours au Gabon, Michel. Et me voilà parti pour la Suisse. J'avais un visa suisse. Et pourquoi la Suisse? Parce que j'ai un ami... C'est le tuyau que vous avez trouvé ou bien... C'est le tuyau que j'ai trouvé, mais non, j'allais cibler mon tuyau, c'est parce que j'avais un ami et beau-frère en Suisse. Okay. Qui vit quelque part. Je ne veux pas donner le nom de la ville. Donc j'allais en Suisse. Il se trouve que le système est fait tel que les vols Air France se posent d'abord en France avant dans de... le temps. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens bloqués en France qui ne venaient pas en France. Hein. Ah, c'est bon. Beaucoup. Hein. Okay. Je vous dis comment je sais ça. Alors, mon vol se pose à Paris, quelques heures, et ensuite je prends un autre pour la Suisse. Lorsque j'arrive à Zurich, on me demande de travel check. Je sais pas ce que c'est. Oui, vous en parlez, mais la conversion travel check et français. Je sors le français et femme, je me dis, mais c'est quoi ça? Premier choc, je me dis, mais sont ces blancs qui fabriquent cet argent, maintenant ils ne se connaissent pas. Il te dit, c'est quoi ça, ce truc-là? Bon, ok, c'est pas grave. Vous n'avez pas assez d'argent, vous devez. Pourquoi voulez-vous vivre en Europe? Pourquoi venez-vous en Suisse? Mais parce que je ne peux pas vivre dans mon pays. C'est tout. Et c'est les questions qu'on vous pose à votre arrivée, ça? Ah oui, à Zurich. Pourquoi? Parce que je peux à la douane, c'est ça? À la police aux frontières. À la police aux frontières, ok. Parce que je ne peux pas vivre dans mon pays. Dans ce cas-là, il y a la Convention de Genève signée en 1951. Vous connaissez vos droits. Qui stipule que toute personne ne pouvant pas vivre dans son pays doit expliquer ses problèmes là où son premier vol se pose. Votre premier vol s'est posé à Paris, donc vous retournez à Paris. Je refuse de revenir à Paris car je ne connais personne en France. Et à l'époque, il y a des événements de l'église Saint-Bernard où les sans-papiers sont anglais parce que je me dis, oh là là, ce pays où des Noirs souffrent, je préfère ne pas y aller. Je refuse de rembarquer pour la France. Je suis brutalisé, ma chaussure est arrachée. On a fait deux policiers suisses qui me ramènent à Paris et me remettent à la police aux frontières françaises. On me dit que je vais coucher dans un hôtel pour expliquer le problème le lendemain. Cet hôtel-là, c'est la zone d'attente. La zone d'attente. Qui est une prison en fait. C'est une prison. Et c'est là où vous faites la connaissance d'autres Africains. Oui. Donc vous commencez votre engagement pour la cause des personnes qui n'ont pas de voix. Qui n'ont pas de voix, vous devenez leur voix parce que... Malgré moi, je n'ai rien demandé du tout. Oui. Il se trouve tout simplement que j'entre dans cette zone d'attente le lundi 19 mars 2001 et dès le lendemain, des policiers viennent me dire que je dois rentrer chez moi. Et ils me parlent sur un ton vraiment, sur un ton méprisant. Et je regarde ce petit policier qui a un seul V sur l'épaule, je me dis, si ce blanc dans son pays n'a qu'un seul V, cela signifie qu'il n'a même pas la moitié de mon niveau. Et il me parle sur ce ton parce qu'il est blanc, mais il ne vaut rien. Je lui dis, écoutez monsieur, vous pouvez mépriser les Sénégalais ou les Maliens qui ne disent pas mon français. Pardon mes frères Sénégalais et Maliens, ce n'est pas une insulte. Ceux qui étaient enfermés là ne connaissaient pas leur langue, ne savent pas s'exprimer. Alors je dis aux policiers, vous pouvez les mépriser, mais moi je suis Camerounais, ne parlez pas sur ce ton-là. Alors là, le policier vous dit, tu vas rentrer chez toi? Non, non. À partir de maintenant, vous me tutoyez, vous me voyez. Hein? Parce que le jour où je serai dans la police française, si je voulais devenir policier, vous ne serez pas à même d'être mes subalternes tellement vous ne valez pas grand-chose. Si vous n'avez qu'un seul V à l'école, cela signifie que vous n'avez pas dépassé le brevet. Donc vous me parlez sur un autre ton et vous me tutoyez plus, tout de suite. Alors le fait que j'ai tenu tête à la police fait que tous ces jeunes gens sont surpris. Un noir qui tient tête à la police. Alors le policier poursuit, oui vous allez rentrer chez vous, je lui dis, et vous pensez que votre pays, la France, c'est quoi sans l'Afrique? Si vous connaissiez l'histoire, vous ne parlerez jamais comme ça un Africain. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Oui, il ne peut rien répondre, il n'a rien dans le cerveau, ce garçon. Il a un V. Vous comprenez bien que ce mec n'a pas dépassé le brevet. Il ne comprend rien aux enjeux, il ne comprend absolument rien. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'hommes politiques français qui ne connaissent même pas le système, qui ne savent même pas que sans l'Afrique noire francophone, la France ne serait rien. Il y a beaucoup d'hommes politiques. J'ai la particularité d'avoir été élu à l'UMP, qui était le parti de Nicolas Sarkozy.
élu interne, donc je peux vous garantir, il y a beaucoup d'hommes politiques en France qui sont totalement ignorants du système. Hein. Bon, comme j'ai tenu tête à la police comme ça, tous ces jeunes Africains viennent autour de moi. Et chacun me dit, tu dois bien parler, tu dois bien parler. J'ai dit, ben oui, il faut revendiquer ses droits. Et puis je vois un jeune là, Moussa, il me dit, policier là, elle est tapée moi, il monte son dos, je vois des traits dans le dos. Et vous le décrivez dans votre... Donc tu viens du Soufou, je vois des traits, c'est pas possible. Et la femme qui avait dit... Et une autre femme qui a dit que, policier là, il a dit, moi on va faire comme ça, lui il va libérer moi demain. Il m'a pas libéré, c'est pas possible. Alors là, je prends la carte de téléphone que l'OMI, l'Office d'immigration, m'avait remise. Et j'appelle Amnesty International pour dénoncer ce que je viens de découvrir là. Et on me dit, on vous envoie quelqu'un demain. Le lendemain, mercredi 21 mars 2001, c'est le jour de mon anniversaire en plus. C'est noté. C'était le jour de mon anniversaire, oui, le premier jour du printemps. Voilà un certain Samir de l'ANAFE qui arrive avec une autorisation d'entrer en zone d'attente. Et le directeur est très surpris, il ne savait pas. Le directeur l'accompagne. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Moifo? Vous avez appelé, mais il fallait d'abord venir me voir. J'ai dit, mais vous êtes qui déjà? Je suis le directeur d'ici, et vous êtes le directeur. Et vous êtes où lorsque vos éléments tabassent les jeunes gens ici? Vous êtes où pendant ce temps-là? Alors là, il faut dire, parenthèse, que très tôt ce matin-là, j'avais envoyé ces jeunes gens-là chez le médecin de la zone d'attente. Et le médecin, naïvement, ces gens qui ne savent pas lire, a écrit service corporel, machin truc. Ils sont revenus, ils ne savent pas lire. Ils ont dit, voilà papier, docteur, donnez-moi. J'ai récupéré, j'ai lu, je me suis dit, bon, c'est du pain béni. Plié dans la bouche. Quand on a fait dans l'après-midi, je leur explique, j'appelle le Soufou, enlevez Zabi, enlevez Moussa, enlevez Zabi. J'appelle la jeune fille, elle veut me parler. Elle a fait prendre des notes. Je leur ai dit, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, j'ai mieux que ça. Ah bon, comment ça? Je sors le diagnostic du médecin. Tenez, oh là 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 là. Je vois le directeur de la zone d'attente rougir. Monsieur Moifo, il fallait venir me voir. Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est comme ça qu'au pays des droits de l'homme traite les nègres. Bon, ben écoutez. Hein. Mais au moins, on dira, c'est vrai. Au moins, vous avez eu l'occasion de protéger le droit. Oui. Ça, on peut le dire. Oui. Et là, il faut savoir que. Avant ce jour-là, bref, ce jour-là au petit matin, lorsque la police vient nous réveiller pour le petit déjeuner, allez, petits nègres, venez bouffer vos petits déjeuners. Après, vous dites le temps a changé. Après le passage de la fête, le temps avait totalement changé. On a commencé à vous respecter. Monsieur, le petit déjeuner est prêt. On parlait sur un autre ton. Donc vous avez gagné le respect aussi, le respect de la police. Oui, c'était. Oui. Les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer en zone d'attente. En zone d'attente. Ok. Ça, c'était un peu votre parcours depuis le Gabon et comment vous avez rencontré votre choc avec la zone d'attente. Et on disait tantôt, vous sentez vraiment, vous avez ce sentiment de culpabilité par rapport à la destinée de votre frère, ce qui vous a fait aussi écrire ce livre. Donc, pourquoi, je vais revenir sur la question encore, pourquoi vous vous sentez autant coupable? Je me dis que si je n'étais pas parti du Cameroun, peut-être mon petit frère n'aurait pas eu l'idée de prendre la route lui aussi. Voilà, j'ai été un malheureux précurseur, je me dis. Hein? Si j'étais resté au Cameroun, aurait-il eu l'idée de partir? Je ne crois pas. Voilà pourquoi je me sens un peu coupable. Une autre chose que vous relatez dans votre livre, c'est aussi le fait que votre frère vous a dit partir. Mais apparemment, c'est comme s'il n'y a pas eu de communication. Et c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup de la diaspora. Oui, je vais me chercher. Mais il ne m'a jamais dit qu'il partait. Là est tout le problème. J'étais au Cameroun pour la dernière fois en 2016. De tous mes frères, il est le seul que j'ai vu. Ne me posez pas de questions là-dessus, je vous répondrai certainement pas. Il est le Benjamin, il est un peu mon enfant. Son petit nom Toutou, c'est moi qui lui avais donné en 1984 à sa naissance. C'était en hommage à ma petite copine de l'époque avec qui il faisait CE2. Ah, CE2, ok. Déborah, qu'on appelle affectueusement Toutou, donc j'ai appelé mon petit frère. Tout pour rendre hommage à Déborah. Donc, je l'ai vu, lui, on a dîné ensemble, mais à aucun moment vous n'avez pas eu qu'il souhaitait partir. Qu'il souhaitait partir. Même quand il a eu son tuyau, il ne vous a rien dit. Je ne sais pas s'il a eu un tuyau. S'il avait eu un tuyau, il n'aurait pas marché pour passer par le Niger et le désert. Donc il est parti sur la route comme vous avez voulu partir quand maman ne voulait pas. Bon,
Il ne m'a pas fait part de son envie de partir du Cameroun. Donc, quand je reviens en France, non, quand je quitte le Cameroun en 2016, je passe par le Gabon avant de revenir en France. Je sais que mon petit frère est au Cameroun, il a une bonne formation que j'ai payée et il va s'en sortir. Mais non, un jour on m'appelle, on me dit que, en 2017, on me dit qu'il a disparu. Il a disparu comment? On ne sait pas. Alors, après on me dit qu'il est en Libye, on l'a vendu comme esclave, on demande de l'argent. Bon, la famille a été chic sur ce coup-là, on a essayé de couvrir. On savait de toute façon que si on fait savoir au ravisseur ou au vendeur qu'il a un frère en Europe, les enchères vont remonter. Et cette nouvelle arrive dans ma vie quand je suis vraiment au fond du trou. Je venais de me rendre compte que la femme que j'avais épousée en deuxième noce, une Gabonaise, que j'ai épousée au Gabon, que j'ai fait venir en France, en fait, c'était un mariage gris. Oh. Voilà, elle m'avait épousé que parce qu'elle voulait venir en France. Vous le racontez aussi dans votre livre, ça fera partie d'une seconde étape de notre discussion, les mariages dans la diaspora. Donc, j'avais ce problème-là qui m'avait déjà vraiment abattu. Et celui de mon petit frère arrive, je plonge dans un déni. Je sais, mais je ne sais pas. Il y a trop de choses à gérer. Parce que, il faut dire, d'un premier mariage, j'ai été veuf en 2008. Très jeune. Très jeune. D'un second mariage, en 2016, je me rends compte que je me suis fait avoir en ayant perdu une grosse fortune que j'ai investie au Gabon. Je suis vraiment au fond du trou. Je n'ai plus le sou et mon petit frère vient s'ajouter. Moralement, vous êtes abattu. Oui. Donc je plonge dans le déni jusqu'au jour où je vois les fameuses images de CNN. Quelque chose, un déclic. J'étais en plein montage vidéo, un déclic, quelque chose me dit, tu ne peux plus te taire. Maintenant, agis. Et les premières personnes à qui j'envoie les photos de mon petit frère capturé l'écran assis parmi les esclaves en Libye sont Alain Foucault, Amoubé Mevegué, Claudicia, Aziz Mondi. Je peux vous dire que des cadres, aucun n'a jamais passé un coup de fil pour prendre des nouvelles. Pourtant, beaucoup d'entre vous ont été promptes à aller devant l'ambassade Libye faire le guignol. Moi, je me dis ici, si vous voulez m'attaquer, faites-le vite. J'ai bien cité Alain Foucault, Claudicia, Aziz Mondé, Amoubé Mevegué. Et pourquoi ces quatre? Mais parce qu'ils sont des confrères, des grands confrères journalistes. Il n'y a qu'un seul parmi eux qui est moins âgé que moi, de Aziz Mondé. Donc je leur envoie ça parce qu'ils sont communicants. Vers vos collègues. En fait, vous dire, donnez-moi un coup de main pour faire entendre ma voix. Jusqu'aujourd'hui, Amoubé m'a passé un coup de fil après que je sois passé dans une émission d'Alain Foucault, 10 minutes pour en parler. Mais ce n'était pas une émission consacrée à moi, c'était consacré à la cause en général. Ce livre, Alain Foucault l'a reçu, il m'a passé un coup de fil, il me dit qu'il l'a reçu. J'ai demandé à mon éditeur Yves Michalon d'adresser ce livre à Alain Foucault. J'attends toujours qu'il me dise petit frère, j'ai reçu ton livre. Je l'ai appelé derrière pour vérifier qu'il a eu le livre. Jusqu'aujourd'hui, vous m'invitez ici à Alain Foucault, moi je jamais invité dans une émission pour parler de ça. Voilà des gens qui défendent la veuve et l'orphelin. Je le dis pour la première fois. Le grand frère Alain, si tu penses que c'est une calomnie, tu m'appelles, on s'explique en public, on va s'expliquer. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une explication. Voilà, des gens qui défendent la cause de la veuve et l'orphelin. Je vois Claudicia et Abdelaziz Moundé devant l'ambassade des Libyens en train de crier et chanter, incapables de m'envoyer un texto ou de passer un coup de fil pour prendre des nouvelles. D'ailleurs, je l'ai fait remarquer à Claudicia dans notre forum il y a quelques mois. Voilà. Et ensuite, j'envoie cette photo à mon ami et éditeur Yves Michalon, qui depuis des mois me disait, Jackie, il faut que tu écrives ton histoire. Tu as une histoire, je disais, Yves, je le ferai quand je serai 10 ans. Moi, je l'ai dit à beaucoup de mes frères, mes sœurs africaines, camerounaises, parler de vos histoires. On a beaucoup d'histoires à raconter et je suis sûre qu'ils vont, comme on dit en anglais, résonner et beaucoup de gens vont se reconnaître. Ça fait du bien d'en parler parce qu'on se délivre. J'ai l'impression que parfois, étant parmi ces personnes, qu'on tient trop de choses pour nous.
On emmagasine, et je me demande comment on fait pour supporter tout ça. Et je t'ai écrit, je t'ai dit, mais comment tu fais pour supporter tout ça? Beaucoup de gens posent cette question. Comment tu fais pour avancer? Yves Michalon, à qui je rends cet hommage, voilà, qui n'est pas africain, qui est blanc de peau, me dit Jackie, c'est maintenant, je lui dis, oh Yves, je ne sais pas écrire. Il me dit, écoute mon cher, tu sais écrire? Je lui dis, bon, j'ai la tête remplie, tu sais, j'ai trop de problèmes. Trouve quelqu'un qui va le co-écrire avec moi. Et c'est comme ça qu'il choisit Yannick Nambo, qui est d'origine gabonaise. Et Yannick qui est romancier. Et voilà, on se met à écrire. J'écris dans la nuit, j'envoie à Yannick par email, copie Yves Michalon. Yannick lit, met en forme, on se retrouve, on retouche tout ça. On le co-écrit voilà, de cette façon-là. Et c'est comme ça que ce livre est né. Je vous assure, vous devez le lire parce que vous allez vous reconnaître. Et c'est un livre tellement simple. Oui, simple à lire. simple à lire que j'ai dévoré en un jour. Donc, je suis sûre que vous allez vous reconnaître si vous êtes africaine, si vous êtes camerounaise. C'est vraiment un français simple qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle mon histoire, qui me rappelle beaucoup d'histoires, beaucoup de problématiques que nous vivons en tant que diaspora et en tant qu'Africains. Et comme vous disiez, beaucoup de personnes de la diaspora ont ce sentiment-là, de donner cette fausse image de l'Eldorado qui n'est pas l'Eldorado. Oh oui, c'est ce que j'ai dit chez nos confrères de France 24, en version anglaise. Europe is not Eldorado. C'est pas l'Eldorado de l'Europe. Europe is Europe. Il faut bien que certains de nos frères africains comprennent que nous pouvons faire beaucoup avec ce que nous avons en Afrique. Je sais de quoi je parle. Et quelqu'un nous dira, Jackie, quelqu'un, je suis certain, qui va dire, et pourquoi vous ne rentrez pas? Qu'est-ce que tu réponds à cela? Pourquoi je ne rentre pas aujourd'hui? C'est que le chez vous, c'est l'endroit où vous vivez. C'est une fois en Europe que je l'ai compris. Au Cameroun, je ne misérais pas. C'est juste que je n'avais pas de perspective d'avenir. Je n'avais pas de perspective d'avenir. Et surtout, je ne faisais pas le métier qui me plaisait. De mes rêves. Voilà, je faisais... Tu ne t'étais pas réalisé. Je faisais quelque chose pour survivre. Exact. Bon, jusqu'à là, je survivais bien. J'ai quand même acheté mon premier terrain, de l'argent, j'ai travaillé au Carrefour Anguissa. Voilà, j'ai envoyé quelques fois mes frères à l'école. Avec cet argent-là, et ma fiancée de l'époque a obtenu le bac grâce à cet argent que je travaillais au Carrefour Anguissa dans mon modeste salon de coiffure. Et comment peut-on déconstruire alors cette idée de l'Eldorado qu'on renvoyait beaucoup de nos pères? Et je parlais avec des jeunes la dernière fois dans mon émission qui nous reprochaient à nous, la première génération, la deuxième, la troisième, ils me disaient mais c'est vous, quand vous revenez en Afrique pour les congés, chaque jour au matin vous mettez une paire de chaussures, à midi vous changez la paire de chaussures. Il faut dire qu'on a un peu participé à cette idée-là. Oui. Je connais... moi, je vais m'extraire du on. Parce que j'arrive au Cameroun ou au Gabon, je ne porte un costume que parce que vos ministères exigent un costume pour y entrer. Et je ne comprends pas le pourquoi. Je m'habille toujours en paille quand j'arrive au Cameroun ou au Gabon. Il fait tellement chaud, je ne comprends pas qu'il faille mettre le costume quand il fait 38 degrés. Mais c'est pas seulement les costumes, non, Jackie. On peut pas renier que beaucoup ont participé à construire cette idée de l'Europe qui est un paradis. Et ces jeunes, je vais encore parler des jeunes parce que je pense que l'avenir appartient justement à ces jeunes qui sont venus à mon émission et beaucoup qui vont nous suivre. Comme il disait, aujourd'hui les médias sociaux en participent aussi. Donc tout brille. Tout est lumineux. Comment peut-on, de chacun de nous, déconstruire cette image de l'Eldorado européen ou américain? Comment? En disant la vérité aux gens, même si vous ne serez pas cru. Moi, j'ai essayé, avec feu mon épouse Danielle, qui était blanche de peau. J'arrive au Cameroun en 2007. Nous essayons d'expliquer aux cousins, aux jeunes, que l'Europe n'est pas l'Eldorado, mais on ne croit pas, on me rionnait. Ça me revient aux oreilles comme un rionnait. Mais quand vous voyez la télé, Jackie, vous n'avez pas dit que c'est pas l'Eldorado. C'est pas encore vers la télé. Ah
En 2007, d'accord, j'ai déjà bossé pour 2 chaînes de télé en France. IVI Première où j'ai débuté avec Christophe Abel et Patrice Boisfer, que je salue s'ils nous regardent, ceux qui nous regardent. Mais c'est une chaîne mais c'est toujours la télé. D'un département. Donc ça ne se voyait pas en Afrique. Ensuite, j'ai bossé pour Direct 8 qui est CNews maintenant. Ce n'était pas encore sur les bouquets. Donc on ne m'avait pas encore vu en Afrique. Ce n'est qu'à partir de la Coupe d'Afrique des Nations 2008 au Ghana qu'on me voit à la télé au Cameroun, car la chaîne Vox Africa que j'ouvre, oui, vous ne le savez certainement pas, je suis le tout premier journaliste de Vox Africa, tant reporter que présentateur, qui appartient à Paul Foucan, Cameroun et Baron. Voilà, donc ce n'est qu'à partir de 2008, avec cette Coupe d'Afrique des Nations au Ghana, que les gens me voient à la télé au Cameroun. Pourquoi? Sans m'avoir informé, bon, on n'a pas besoin de mon aval, Vox Africa a replacé ces émissions-là à Canal 2 au Cameroun, 2STV au Sénégal et Eurosport France. C'est fait ici au Ghana. Ici au Ghana, je présente mes émissions avec gens, personne ne me voit, mais tout le monde me voit. Tout le monde sait que tu es en haut, comme on dit au pays. J'arrive au Cameroun juste après. Ma photo est dans des journaux à côté de celle de Edou Douanon Glacé, là. Un comédien, un humoriste qui à l'époque a le vent en peau. Alors, je découvre que je n'ai même plus le droit de manger les beignets au quartier Mvogala. Mais toi aussi. On vient me dire, ah, toi aussi tu veux nous montrer quoi? On t'a vu à la télé ici, maintenant tu veux manger bien. Mon frère, c'est pas avec ces beignets-là qu'on a grandi. Maintenant, parce que tu m'as vu à la télé, je ne peux plus avoir le droit de manger. Mon frère, si tu manges aussi, toi aussi, tu peux casser. Donc, je commence à me rendre compte que ma petite notoriété va désormais être un poids pour moi à partir de 2008. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a plus changé. Ça s'est pas aggravé d'ailleurs. Aujourd'hui, lorsque les gens me parlent du Cameroun, j'ai parfois l'impression qu'on parle à Rockefeller. Mes frères, je suis un pauvre type, je n'ai pas d'argent. Ce que vous pouvez faire là, c'est le sacerdoce, vous comprenez? Il faut. Mais comment tu vas faire? Comment vous allez faire? Excusez-moi. Vous allez faire pour expliquer aux gens que c'est du sacerdoce quand votre parcours, il est si challenging, comme on dit en français. Vous avez parcouru tellement de difficultés, tellement de... Votre parcours, il est non seulement brillant, mais il est tumultueux. Et vous avez, on va le dire, vous avez réussi, Jackie. N'est-ce pas un peu un appel? Qu'est-ce que c'est que réussir? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est réussir? Bon, d'accord. Oui, j'ai tourné plusieurs documentaires. Celui dont je suis fier des 2 d'entre eux. Vous êtes passé sur France 24 quand même, c'est pas tout le monde qui passe sur France 24. Vous ne connaissez pas sur France 24? Oui. Si mais vous le dites aujourd'hui. Comme on dit au pays, laisse-moi, je vais passer là-bas, après je vais dire que ce n'est plus je pense que j'ai été plus vu sur ma chaîne JMTV plus que sur France 24. C'est une réalité. Je peux me permettre, car mes téléspectateurs vont aussi regarder votre chaîne désormais. JMTV Plus fait en moyenne 800 000 vues par mois que sur YouTube. Sachant que beaucoup de chaînes de télévision au Cameroun piquent mes émissions diffusées sans même payer mes droits. Donc en moyenne par mois, je dois être vu au moins 2 à 3 millions de fois. Je ne pense pas que France 24 fasse 3 millions de vues le mois. Donc ça prouve encore que vous avez eu un parcours, certes, difficile, mais que l'Europe vous a permis quand même de réaliser votre rêve. Oui, quand j'arrive en... Il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est vrai, il faut le reconnaître. Quand j'arrive en Europe, au Cameroun, mes rêves étaient noyés. Pour moi, j'ai rêvé d'être ingénieur, j'ai fait le CETIC de Ngoïkele, où j'étais toujours parmi les premiers. Ceux qui m'ont connu au CETIC de Ngoïkele savent de quoi je parle. Toujours, d'ailleurs, à la chorale, j'étais avec votre grande sœur Alice. On est parti quand j'entre au collège, mais ensuite j'ai eu vos grandes sœurs Laurentine, j'ai eu Chantal, bisous à vous. J'étais toujours parmi les meilleurs avec Nathan et Simofo Jules. Ces 3 garçons étaient toujours les premières places à l'école. Donc j'aurais pu être ingénieur, un des grands ingénieurs au Cameroun à 23 ans, mais malheureusement, après le CAP, au CETIC de Ngoïkele, pas de lycée technique, il a fallu... Et comme je n'avais pas d'argent pour corrompre M. Zili William du lycée technique de Bétois, qui m'a dit vous n'avez pas d'argent, je ne vous prends pas. Je n'avais pas d'argent, donc je me suis retrouvé. Après, j'ai changé de filière, j'ai fini par avoir un bac bancal.
je n'avais pas de perspective. Donc, je n'ai pas pu être ingénieur, qui était un de mes souhaits. J'aurais souhaité être avocat, aucune chance au Cameroun. Le dernier souhaitait être journaliste. Une fois j'ai embrassé le milieu de la présentation dans les cabarets, journaliste au Cameroun, Anta Alestique, je suis l'enfant de qui? J'ai combien pour acheter? Donc mes rêves étaient noyés. Je me disais, c'est fini pour moi, je vivrai de l'informel, des bricolages tout le reste de ma vie. Une fois arrivé en Europe, je me suis dit, ces pays donnent un peu de chance. Et vous avez frappé à beaucoup de portes, il faut le dire, parce que dans votre livre, vous rappelez ceux qui ont contribué. Et je crois que c'est aussi l'occasion, quand on fait des interviews, de remercier ceux qui ont contribué à votre ascension et à contribué à vos études, parmi lesquels j'étais surprise de savoir que Sarkozy a contribué. Vous avez côtoyé... Je dois beaucoup à Nicolas Sarkozy. Il faut le... Ma rencontre, je ne dis pas que je suis fan de ce que Nicolas Sarkozy a fait en C'est très différent, reconnaître. Et en Côte d'Ivoire, non, je le lui reproche d'ailleurs à Nicolas Sarkozy. Mais je oui, lui mais cela devenu. n'enlève pas que vous, dans votre livre, vous reconnaissez qu'il a contribué à... Il faut être honnête. Exact. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Ma rencontre avec Manuel Achiliman, qui est maire de la ville d'Agnès-sur-Seine, à côté de Paris, m'a permis de rencontrer Nicolas Sarkozy et Cécilia en 2003. Le jour où je remets une lettre à Cécilia Sarkozy, c'est lors d'un meeting en mars 2003. Vous osez. Et c'est ce que je vois dans votre livre. C'est que il faut toujours oser. Vous avez frappé aux portes, vous avez osé, vous avez cru à votre rêve. J'ai dérangé tout le monde. Vous avez dérangé et il y a des gens qui vous ont écouté. En fait, c'est ça. Bien sûr, j'ai osé. Les gens de gauche m'embaumaient, ils me disaient on est amis, ils ne faisaient rien. Quand j'écris à Jack Lang, ma lettre, j'arrive à son domicile, pas au bureau. C'était toujours oui, on va, il n'a jamais rien fait. Bon, et c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Je me rappelle de ce meeting à Agnès-sur-Seine en mars 2003. Je suis assis à côté de Cécilia Sarkozy, le premier rang. Et Nicolas Sarkozy est assis à l'estrade là. J'ai dit à Cécilia Sarkozy que j'ai une lettre pour son époux et je sais qu'en la lui remettant, je remets dans les bonnes mains. Et Cécilia me dit, vous avez bien raison. Je lève la tête, je regarde Nicolas Sarkozy. Il est très inquiet. Il semblait très inquiet à l'époque, Nicolas Sarkozy, parce que je regarde sa femme. Mais bon, sa femme est très jolie, il faut l'avouer, mais ce n'est pas sa femme que je voulais. Je le regarde, il me regarde. Sa femme était quoi? Elle est toujours jolie. Cécilia? Cécilia est très jolie, il faut le dire. Oui. Très très jolie, voilà. Et je lève la tête, je regarde Nicolas Sarkozy qui me fait que j'ai eu cligne de l'œil, il me cligne aussi, on sourit. Et je remets la lettre à sa femme. Connaissant Nicolas Sarkozy, son tempérament, je sais qu'il va vouloir savoir. Et il a pris connaissance de la lettre et il a demandé à Manuel Achilleman, son ami, dont il est le parent du premier fils Loingrid, salut Manuel, salut Marido. Disons, c'est qui ce monsieur? Et Manuel lui a dit du bien de moi, il a chargé Manuel de demander au préfet de faire des choses. À l'époque, je suis marié avec Daniel, et cela fait plusieurs mois, bientôt 1 an, mais je ne suis pas toujours régulier. J'ai un titre de séjour bancal de 3 mois renouvelable. Séjour bancal. Donc, tout est parti de là. Et dès que j'ai eu mon premier papier, j'ai pu tourner dans un film, Un long dimanche de fiançailles, en tant qu'acteur de complément. Et ensuite, j'ai fait des petits boulots en préparant mon rêve d'entrer dans une école de journalisme. Ou bien non, d'entrer d'abord en radio. Car je pars du Gabon, je suis animateur de radio et de cabaret. Bon, je cherche dans les radios, mais tout le monde me dit vous avez un accent québécois, ça ne passerait pas. Accent québécois, dis-moi que je suis noir, vous voulez pas me prendre. Ah, mais moi ce que je dis, c'est que tout le monde a un accent. Tout le monde. Vous allez à Paris, il y a un accent. Vous allez à Marseille, ils ont un accent. Oh, mais oui, quand on me dit j'ai un accent, je dis écoutez, je crois que tout le monde a un accent. Donc, mon accent camerounais, je l'aurai toujours. Quand je parle français, j'ai mon accent camerounais. Quand je parle anglais, j'ai mon accent français. Donc, voilà. Donc il faut reconnaître, remercier aussi tous ceux qui ont participé à votre parcours. Et moi je vous dis, j'étais très surprise de lire dans votre livre que Nicolas Sarkozy allait participer. Beaucoup. Et le groupe de la Fondation de la Seconde Chance, qui appartient au groupe Bolloré, oui, m'a versé 4 500 € qui m'ont permis d'acheter ma voiture, la voiture qui me permettait d'aller à l'école, car j'allais à l'école de journalisme à 40 km de chez moi. Donc aller-retour, cela faisait 80 km par jour. Et comme disait ma prof, Katia David, que j'ai reçue en émission le 6 mai
2019. Je suis le seul de ma promotion qui n'a jamais manqué un seul cours et qui a rendu tous ses devoirs. Ce qui fait d'office de moi le majeur de sa promotion. Voilà ce que je veux dire. Félicitations. Bon, et voilà. ça se comprend où vous êtes arrivé aujourd'hui et où vous continuez à partir. On vous souhaite d'ailleurs tout le bien du monde et je suis sûre que le meilleur à venir. Comme on dit en anglais, the sky is your limit. I'm so sure. Vous avez vu le Christ? Ah mais oui. Ah mais oui. Bon. On est venu en Italie pour comprendre ça. Ah mais oui. I'm sure the sky is your limit. Donc. Une pause. À tout de suite. Ok.